Je me suis précipité à l'hôpital de spécialité pour voir ma sœur. D'un coup, une infirmière m'a attrapé par le bras. Cache-toi et ne bouge pas. Je me suis figé derrière la porte. Ce que j'ai entendu a arrêté mon cœur. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une merveilleuse journée où que tu sois. J'aimerais que tu partages en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Mon nom est Constanza. J'ai 40 ans. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Ma vie, c'est mon travail. Je suis auditrice senior dans l'une des plus grandes firmes de conseil de la ville de Mexico. Mon travail n'est pas romantique. Je ne poursuis pas des criminels dans des ruelles sombres. Je les poursuis dans des livres de comptes, dans des paradis fiscaux et dans des feuilles de calcul qui mentent. Mon travail, c'est de trouver le mensonge qui se cache derrière les chiffres. Je suis, en essence, une chasseuse professionnelle de fraude. Il était 22 heures un mardi. Le bureau, un géant de verre et d'acier en plein cœur de Santa Fe, était dans un silence presque sépulcral. On n'entendait que le bourdonnement des serveurs et le léger clic de mon clavier. J'étais plongé jusqu'au cou dans une affaire qui sentait mauvais depuis le premier jour, un fonds de pension de plusieurs millions de dollars qui s'était évaporé. Les directeurs accusaient de mauvais investissements. Moi, je suivais la piste de l'argent qui menait, comme toujours, à un réseau de sociétés fantômes aux îles Caïmans. Mon bureau était un chaos contrôlé, relevé bancaire, une tasse de café froid à moitié bu et la lumière bleue de 3 écrans illuminant mon visage. J'étais fatigué, mais je sentais cette décharge d'adrénaline bien connue. J'étais proche, je pouvais sentir le mensonge. Mon téléphone a vibré sur le bois, un son agressif dans le silence. Je l'ai ignoré. Ça devait être ma mère qui se plaignait que je ne l'avais pas appelée. Il a revibré. Insistant, j'ai détourné les yeux d'un virement suspect, un numéro que je ne reconnaissais pas, mais l'identification de l'appel m'a glacé le sang. Hôpital de spécialité. J'ai laissé tomber le stylo. Le clic du plastique contre le sol a résonné dans le bureau vide. Ma sœur cadette, Palmyra, y travaille. Elle est infirmière. Ma main a tremblé en prenant le téléphone. Oui, mademoiselle Constanza G. La voix à l'autre bout était féminine, jeune et sonnet tendu, professionnelle, mais avec une nuance de panique maîtrisée. C'est moi. Ma gorge s'est serrée. Nous parlons de l'hôpital de spécialité. Votre sœur Palmyra G vient d'être admise en unité de soins intensifs. Le monde a penché. Les chiffres sur mes écrans sont devenus flous. Une soupe sans sens de 0 et de 1. Non, non. Il doit y avoir une erreur. Elle y travaille. J'ai parlé avec elle ce matin. Ce n'est pas une erreur, mademoiselle. Elle a été trouvée inconsciente dans son appartement. Elle présente un traumatisme crânien sévère. Cela semble être une chute. Une chute. Palmyra, où? Nous pensons que c'est dans les escaliers de son immeuble. Sa situation est critique, mademoiselle. Le neurochirurgien est déjà en train de l'évaluer. Vous devriez venir immédiatement. J'ai raccroché. Je ne me souviens pas avoir dit au revoir. Je ne me souviens pas avoir fermé les feuilles de calcul ni avoir rangé mon ordinateur portable. Critique. Traumatisme crânien. Ces mots n'allaient pas avec Palmyra. Palmyra était maladroite. Oui, elle l'a toujours été. C'était celle qui trébuchait sur l'air, celle qui renversait le vin. Mais traumatisme crânien sévère. Je me suis élancé hors du bâtiment, ma veste de créateur oubliée sur le dossier de ma chaise. L'air froid de la nuit de Santa Fe m'a frappé le visage, mais je n'ai rien senti. Je ne pouvais penser qu'à elle. Ma sœur de 32 ans, l'enfant doré, celle qui avait hérité du sourire charmant de ma mère et du charisme décontracté de mon père, alors que moi j'avais hérité de leur minutie pour la comptabilité. J'étais la calculatrice, elle, l'émotion. Nous avons toujours été l'huile et l'eau. Et alors que je courais vers ma voiture dans le parking souterrain, ça m'a frappé. La culpabilité. Une vague de culpabilité si physique qu'elle m'a fait trébucher. Notre dernière conversation. Il y a à peine une semaine. Nous dînions dans un petit endroit à la Condesa. Palmyra rayonnait, plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. Elle parlait sans arrêt de son nouveau petit ami, le docteur Élisée-O'Hare. Connie, il est parfait, a-t-elle dit, les yeux brillants au-dessus du verre de vin.
C'est le chef de chirurgie cardio-thoracique. Chef de chirurgie, Connie. Il est beau, il est intelligent et il m'adore. Moi, comme toujours, j'ai été pratique. Depuis combien de temps sors-tu avec lui, Palmyra? 3 mois. Ne commence pas, Constanza, a-t-elle dit, son sourire vacillant. Ne sois pas toi. Ne gâche pas ça. Je ne gâche rien. Je te demande juste d'être prudente. Ça paraît trop beau pour être vrai. Alors elle a lâché la bombe, presque fièrement. Eh bien, il pense que je vaux de l'or. Il m'a convaincu de prendre une nouvelle police d'assurance vie. 10 millions de pesos. Elle m'a montré l'écran de son portable avec le devis. 10 millions. Connie, tu peux y croire? Enfin quelqu'un pense que je vaux 10 millions de pesos. Je suis resté glacé. Mon cerveau d'auditrice s'est allumé comme une alarme incendie. Une police d'assurance. Et qui est le bénéficiaire? Eh bien lui, évidemment, a-t-elle dit comme si c'était la chose la plus romantique du monde. C'est un geste d'engagement. Il a dit que c'était pour nous protéger mutuellement. Lui aussi en a une et je suis sa bénéficiaire. Je me souviens m'être frotté l'arête du nez en sentant un mal de tête soudain et avoir dit les mots, ces mots horribles, froids et calculés qui résonnaient maintenant dans ma tête comme une sentence de mort. Palmyra, écoute-moi bien. À 40 ans, j'ai appris une chose. Quand un homme que tu connais à peine te met un prix de 10 millions de pesos, il ne te valorise pas, il te transforme en actif. Son visage s'est décomposé. Et dans mon monde, j'ai continué, incapable de m'arrêter. Les actifs se liquidisent. Tu n'es pas une valeur, Palmyra. Tu es une responsabilité. Tu es un passif. Il y a eu un silence mortel. Elle a posé son verre sur la table avec un coup sec. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes, des larmes de rage. Je te déteste, a-t-elle chuchoté. Je te déteste d'être si froide. Je te déteste de ne pas pouvoir te réjouir pour moi. Je te déteste d'être toi. Elle s'est levée et est partie du restaurant. Je ne l'avais pas appelée depuis. J'étais trop occupé, trop fier, trop moi. Et maintenant, ma sœur, que j'avais appelée passif, était en soins intensifs à cause d'une chute. J'ai appuyé sur l'accélérateur de mon Audi en sortant du parking dans un crissement de pneus. La circulation de la ville de Mexico, même à 22 heures, était un enfer, mais je m'en fichais. Je me suis frayé un chemin entre les voitures, mon cœur martelant contre mes côtes. Pardonne-moi, Palmyra, ai-je murmuré au pare-brise, les larmes de rage et de peur brouillant enfin ma vision. Pardonne-moi, s'il te plaît, je ne voulais pas dire ça. Tu n'es pas un passif, tu es ma sœur. Je suis arrivé à l'hôpital de spécialité en un temps record qui me coûterait probablement plusieurs amendes. L'hôpital était l'une de ces forteresses de verre et de marbre dans la zone ouest de la ville. Le hall ressemblait plus à un hôtel de luxe qu'à une salle d'urgence. Silence impeccable, art moderne aux murs et une odeur de désinfectant coûteux mêlée au café de qualité de la cafétéria du hall. J'ai laissé la voiture à l'entrée des urgences sans me soucier du voiturier. J'ai couru vers le comptoir principal, mes cheveux collés au visage par la sueur froide. Palmyra, ai-je dit hors d'haleine. Ma voix était trop forte pour l'ambiance sereine. On m'a appelé. Soins intensifs. La réceptionniste, une femme à la coiffure impeccable et à l'expression d'ennui professionnel, m'a regardé par-dessus ses lunettes de designer. Elle a tapé quelque chose dans son ordinateur avec une lenteur exaspérante. Chaque clic était une torture. A-t-elle murmuré. Ah, oui. Palmyra, 3e étage. Unité de soins intensifs. Prenez l'ascenseur de l'aile ouest au fond du couloir à gauche. Je ne l'ai pas remercié. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai couru dans le couloir de marbre, mes talons claquant agressivement sur le sol poli. Je détestais cet endroit. Je détestais son calme artificiel. J'ai trouvé les ascenseurs de l'aile ouest. J'ai appuyé sur le bouton si fort que j'en avais mal aux doigts. L'attente a été une éternité. Chaque seconde qui passait, j'imaginais le pire. Enfin, les portes se sont ouvertes avec un léger digne. Je suis entré. Il était vide. J'ai appuyé sur le bouton 3. Les portes se sont fermées, étouffant les sons du hall. Il ne restait que le bourdonnement du moteur et la musique instrumentale bon marché. 1, 2, 3. Le ding du 3e étage a sonné comme une sentence.
Les portes se sont ouvertes. Je suis sorti dans un autre monde. Le silence ici était plus lourd, plus dense. Ça sentait l'antiseptique et quelque chose d'autre, quelque chose qui sentait la peur. On entendait le bip rythmique et lointain des machines. J'ai vu le panneau USI, unité de soins intensifs. La flèche pointait à gauche. J'ai tourné le coin en courant dans le couloir. Je pouvais voir le poste des infirmières au fond, une île de lumière vive dans la pénombre du couloir. J'y étais presque, mademoiselle. La voix ne venait pas de devant, elle venait de mon côté, de l'ombre d'une arche. Je me suis arrêté net. Avant même de pouvoir tourner la tête, une main ferme m'a attrapé par le bras. Ce n'était pas une prise hostile, pas une agression, mais c'était indéniablement fort. Urgent. Lâchez-moi, ai-je chuchoté en essayant de me dégager. Ma sœur. La personne qui me tenait m'a tiré. Elle m'a sorti du couloir principal et m'a mise dans un coin sombre à côté de doubles portes métalliques où il était écrit « Personnel autorisé seulement ». C'était une femme plus âgée que moi, elle devait avoir environ 55 ans. Ses cheveux étaient grisâtres, attachés en chignon serré sous le bonnet d'infirmière. Son uniforme était impeccable, mais ses yeux m'ont arrêté. Ils n'étaient pas en colère, ils étaient terrorisés. Son badge disait « Béatrice, infirmière-chef ». « C'est vous, Constanza » a-t-elle murmuré. Sa voix était à peine audible, mais incroyablement intense. Son haleine sentait le café et la menthe. Oui. Qu'est-ce qu'il y a pour Palmyra? Ça va. Laissez-moi y aller. J'ai recommencé à me débattre, mais sa poigne était comme de l'acier. Écoutez-moi, a-t-elle sifflé. Elle a jeté un rapide coup d'œil par-dessus son épaule vers le couloir que je venais de quitter. Puis elle m'a fixé, ses yeux plantés dans les miens. N'entrez pas dans cette chambre. Pas maintenant. Quoi? De quoi parlez-vous? C'est ma sœur. Je dois la voir. Non. Sa prise s'est resserrée. Je pouvais sentir ses ongles à travers le tissu de mon chemisier. Par pitié, écoutez-moi. Nous avons alors entendu des pas. Des pas qui venaient de la direction opposée au poste des infirmières. Lents, rythmés, sur deux. Et le doux grincement d'un chariot de médicaments. Ils viennent par ici, a sifflé Béatrice. Son visage s'est crispé de panique. Avant que je puisse protester, elle m'a poussé. Elle m'a littéralement poussé en arrière, ouvrant une porte que je n'avais pas vue. Elle était cachée dans le coin. Attendez. Qu'est-ce que vous faites? La porte s'est ouverte sur une obscurité totale. Ça sentait l'eau de Javel, les draps propres et la poussière. Un local de fourniture. Entrez, m'a-t-elle ordonné. Vous êtes folle. Je ne vais pas. Cache-toi et ne bouge pas. Sa voix a été un chuchotement féroce, rempli d'une autorité qui m'a glacé le sang. Si tu veux sauver la vie de ta sœur, Constanza, ne fais pas le moindre bruit. Elle m'a poussé dedans. La porte s'est fermée avec un doux clic. Je suis resté dans une obscurité presque totale. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'on l'entendait dans le couloir. J'étais furieuse. Qui était cette femme? Qu'est-ce qui se passait? Mon premier réflexe a été d'ouvrir la porte et de sortir de là. C'était de la folie, mais l'urgence dans sa voix, l'autorité et cette dernière phrase, si tu veux sauver la vie de ta sœur. Je me suis collé à la porte. Il y avait une petite fente de lumière, à peine 1 millimètre. Mon dos a heurté une étagère métallique pleine de seringues emballées. J'ai retenu mon souffle. J'ai entendu les pas s'arrêter. Juste devant ma porte. J'ai entendu le grincement du chariot de médicaments s'arrêter, puis j'ai entendu une voix que j'ai reconnue instantanément, mais qui sonnait différente. Ce n'était pas la voix chaude et charmante qu'il avait utilisée avec moi au dîner. C'était une voix froide, tranchante, comme du velours couvrant de l'acier. C'était le docteur Eliseo, le petit ami parfait. Tu as apporté ce que je t'ai demandé? La voix d'Eliseo était basse, contrôlée, un murmure autoritaire. Ils étaient arrêtés juste de l'autre côté de la porte. Je pouvais sentir le léger parfum de sa chair aux 2 colonnes mêlé à l'odeur antiseptique du couloir. J'ai entendu une autre voix, plus jeune, fine, tremblante. Oui, docteur, mais vous êtes sûr? C'est Fabiola. Il l'a coupé. Eliseo. Son ton était tranchant comme un bistouri.
Silence. Tu veux que tout le couloir l'entende? Il y a eu un silence. J'ai entendu le sanglot étouffé de cette Fabiola. Non, docteur, mais c'est que... Fabiola, a répété Éliseo et sa voix a baissé encore plus, devenant mortellement douce. Tu as presque tué la patiente de la chambre 7B la semaine dernière avec cette dose erronée d'héparine. Tu as oublié. Je suis resté glacé. C'était un chantage. C'est moi qui t'ai couverte, a continué Éliseo. C'est moi qui ai modifié l'enregistrement de la pompe à perfusion. C'est moi qui me suis assuré que ce rapport disparaisse. Ta carrière était terminée. Grâce à moi, tu es encore ici. Non, je n'ai pas oublié, docteur. Je vous en suis vraiment reconnaissante. Bien. Alors tu sais que tu m'en dois une et tu sais que je peux ruiner ta carrière avant la fin de ce service. C'est parfaitement compris? Oui, docteur. La voix de Fabiola n'était plus qu'un murmure brisé. Je me suis davantage collé à la fente. Mes yeux peinaient à faire le point. J'ai pu voir une silhouette grande et large, Éliseo, et une plus petite et mince, Fabiola, debout juste devant la porte de la chambre 314. La chambre de ma sœur. La chute n'a pas suffi, a dit Éliseo, presque pour lui-même, comme un ingénieur qui révise un problème. Le traumatisme est sévère, oui, mais les signes vitaux restent stables. Ils la maintiennent sous sédation, mais on ne peut pas risquer qu'elle se réveille. J'ai porté mes deux mains à ma bouche pour étouffer un cri. L'air n'atteignait pas mes poumons. La chute n'a pas suffi. Il le savait. Il savait que ce n'était pas un simple accident. On ne peut pas la laisser se réveiller, a poursuivi Éliseo, et raconter à tout le monde comment l'accident s'est vraiment produit. Pas avant que les papiers soient prêts. Mon Dieu. Il l'avait poussée. Il avait essayé de la tuer et il avait échoué. Et maintenant il était là pour terminer le travail. Fabiola a gémi. Mais docteur, c'est Palmyra. C'est l'une des nôtres. Elle travaille en pédiatrie. Tout le monde l'aime. Je m'en fiche si c'est la Vierge de Guadalupe, a sifflé Éliseo. Écoute-moi bien. Les papiers de l'assurance seront prêts dans 48 heures. 10 millions de pesos. J'ai besoin qu'elle parte de façon naturelle avant qu'elle puisse parler. Une complication tragique et inévitable. Comment? A chuchoté Fabiola, semblant sur le point de vomir. Je lui ai déjà prescrit des anticoagulants, a expliqué Éliseo avec la patience d'un professeur parlant à une élève lente. Une dose élevée, parfaitement justifiée par le risque de caillot dû au traumatisme crânien. Tout ce que tu as à faire, c'est d'entrer là, d'accrocher cette nouvelle poche que je t'ai donnée et de t'assurer que la pompe à perfusion soit programmée, disons, 20% plus vite que l'indication. Accidentellement. Mon cerveau d'auditrice a traduit ça instantanément. Une surdose contrôlée, une hémorragie interne incontrôlable, a expliqué Éliseo comme s'il parlait de la météo. Une complication regrettable de sa sévère chute. Très tragique, très naturelle. Maintenant, donne-moi la poche et entre là-dedans. Assure-toi d'emporter la poche qui est accrochée maintenant. Je veux la vérifier moi-même. J'ai entendu le bruit d'un sachet plastique échangé. Je ne peux pas, docteur. S'il vous plaît. Fabiola. Sa voix est devenue mortelle. Soit tu entres et tu fais ce que je te dis, soit tu sors de cet hôpital menotté pour tentative de meurtre à la 7B. Tu choisis maintenant. J'ai entendu un sanglot étouffé. Puis le son doux de la porte de la chambre 314 qui s'ouvrait se referme. Je suis resté seul dans l'obscurité du placard, tremblant si violemment que mes dents claquaient. Ma sœur, ma petite sœur. Et ce monstre. La phrase que j'avais dite à Palmyra a résonné dans ma tête comme une sentence de mort. Tu n'es pas une valeur, tu es un passif. Et j'avais raison. J'avais raison de la manière la plus horrible et la plus littérale possible. La porte du placard s'est ouverte brusquement. La lumière du couloir m'a aveuglé. C'était Béatrice, l'infirmière-chef. Son visage était pâle comme celui d'un fantôme. Vous avez tout entendu, n'est-ce pas? A-t-elle murmuré. Je ne pouvais pas parler. J'étais paralysé. J'ai seulement pu hocher la tête, les larmes tombant enfin, chaudes et furieuses sur mon visage. Il essaie de la tuer, ai-je réussi à dire d'une voix brisée. Maintenant même, pour 10 millions de pesos. Béatrice n'a pas perdu de temps. Elle m'a sorti du placard avec la même fermeté qu'elle m'y avait mise.
Elle ne m'a pas emmené en salle d'attente. Elle m'a conduite par une porte, personnelle uniquement, à la salle de repos des infirmières. L'endroit était vide à cette heure. Ça sentait le café brûlé depuis des heures et le désinfectant au citron. Elle m'a assise sur une chaise en plastique dure sous une lumière fluorescente qui clignotait. Elle a posé un gobelet d'eau dans mes mains, mais je tremblais tellement que l'eau débordait sur les bords. « Buvez », a-t-elle ordonné. Sa voix était ferme, la voix de quelqu'un habitué au chaos absolu, à la vie et à la mort au quotidien. « Nous devons appeler la police », ai-je dit. Les mots sont sortis étouffés. « Nous devons arrêter cette fille, Fabiola. Elle est en train d'assassiner ma sœur maintenant. » « Calmez-vous », a dit Béatrice. Pas avec gentillesse, mais avec urgence. Et non, pas encore. Je l'ai regardée comme si elle était folle. Quoi? Pas encore. Nous venons de l'entendre. C'est un meurtre avec préméditation. C'est du chantage. Et si nous appelons la police maintenant, a dit Béatrice en s'asseyant en face de moi, sa voix basse et pleine d'une colère contrôlée qui faisait vibrer l'air, que pensez-vous qu'il va se passer? Deux agents confus vont entrer. Lui, c'est le docteur Élisée Oer, chef de chirurgie cardio-thoracique. Une sommité. Nous sommes quoi? Une sœur hystérique et une infirmière rancunière. Et il le sait. Elle a continué sans me laisser parler. Il dira que c'était une erreur de Fabiola, qu'elle a paniqué et mal administré la dose. Il contrôlera le récit. Il manipulera le dossier médical en une seconde. C'est le médecin en charge. Sa parole contre la nôtre. Et Fabiola, il la détruira. Il s'assurera qu'elle paie pour tout. Il s'en sortira. Propre. Croyez-moi, je le sais. La façon dont elle l'a dit. Je le sais. Je l'ai fixé, le tremblement de mes mains commençant à s'arrêter. Comment vous le savez? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Béatrice a détourné le regard une seconde vers la cafetière qui goûtait. Ses yeux, qui auparavant étaient pleins de panique, brûlaient maintenant d'une détermination froide et d'une douleur ancienne. Il y a 6 mois, a commencé sa voix à peine un murmure. Il y avait une autre infirmière, jeune, brillante. Elle s'appelait Elena. Elena Torres. Elle venait de commencer. Je la formais. Elle était comme ma fille. Je l'avais prise sous ma protection. Elle s'est arrêtée, avalant sa salive. Elle a commencé à sortir avec lui, avec Éliseo. Nous lui avons toutes dit qu'elle avait gagné à la loterie. Il était charmant avec elle. Il lui apportait des fleurs, l'emmenait à des dîners chers. 1 mois après le début de leur relation, il l'a lui-même amenée aux urgences. Épuisement, a-t-il dit. Elle a trop travaillé. 2 heures plus tard, Elena est morte. Mon Dieu, ai-je chuchoté. Un infarctus massif et soudain, a dit Béatrice, ses lèvres se tordant de poison. Elle avait 24 ans. 24 parfaitement en bonne santé. Je savais que quelque chose n'allait pas. Elle a doucement frappé la table du poing. J'ai demandé une révision de l'affaire. Il s'est lui-même chargé de la présider. Une tragédie, a-t-il conclu. Une maladie cardiaque congénitale non détectée. Affaire classée. Mais j'ai revu ses analyses sanguines avant qu'il ne les perde. Il y avait des choses qui ne collaient pas, des niveaux de potassium très élevés. Mais je n'avais pas de preuves, rien, seulement mon instinct. Et il m'a regardé dans cette réunion et j'ai su qu'il savait que je savais. Il m'a fixé, ses yeux sombres plantés dans les miens. Quand j'ai vu que Palmyra est entrée ce soir-là, amenée par lui avec un diagnostic de chute, et que j'ai vu son nom dans le dossier comme petite amie, j'ai su que ça recommençait. Je ne pouvais pas laisser ça se reproduire. J'attendais dans ce couloir, Constanza. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je n'allais pas le laisser seul avec elle. Et puis vous êtes apparu. J'ai réalisé que Béatrice ne m'avait pas seulement caché, elle chassait. Elle attendait une opportunité, une erreur, une alliée. Et j'étais sa nouvelle arme. Ma panique s'est évanouie comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. La peur est partie, la culpabilité aussi, et à la place s'est installé un froid calculateur. L'auditrice en moi a pris le contrôle. D'accord, ai-je dit. Ma voix ferme. Maintenant. J'ai posé le gobelet d'eau sur la table. Je ne tremblais plus. Nous n'appellerons pas la police. Pas encore.
Nous allons faire ça à ma manière. Béatrice m'a regardé, confuse par mon changement soudain. Je suis auditrice, lui ai-je expliqué. Mon travail est de trouver des fraudes. Et cet homme, ce monstre, vient de commettre l'erreur d'essayer d'escroquer et d'assassiner la sœur de la mauvaise personne. Nous n'allons pas l'arrêter, Béatrice. Nous allons l'auditer. Un léger sourire, presque imperceptible, est apparu sur le visage de Béatrice. J'aime comment ça sonne. De quoi avez-vous besoin? Du temps, ai-je dit. Il a ordonné à Fabiola d'augmenter le débit. Combien de temps avons-nous avant que? Pas beaucoup. Des minutes. Cette dose est massive. Alors il faut l'arrêter. J'y vais maintenant, a dit Béatrice en se levant, son professionnalisme revenant comme une armure. Je vais dire que le moniteur de signes vitaux de Palmyra dysfonctionne et que je dois le calibrer. Et je vais sortir Fabiola de cette chambre. Je dirai qu'elle est trop bouleversée parce qu'elle est son amie et que j'assignerai quelqu'un d'autre. Ça nous donnera quelques heures, mais il cherchera un autre moyen. C'est le médecin en charge. Il peut faire ce qu'il veut. Quelques heures, c'est tout ce qu'il me faut, ai-je dit en sortant mon téléphone. Occupez-vous de ma sœur. Je m'occupe de lui. Béatrice a hoché la tête une seule fois. Bon courage, mademoiselle Constanza. Et elle est sortie de la salle. Béatrice a filé hors de la pièce. Je suis resté seul dans le silence stérile de la salle de repos. L'odeur de café brûlé et de désinfectant au citron était écrasante, mais mon esprit était clair. J'avais un objectif. J'avais un délai. J'ai composé un numéro. Il était presque 23 heures, mais je savais qu'il répondrait. Nestor vivait la nuit, nourri de boissons énergétiques et de paranoïa numérique. C'était le meilleur spécialiste en informatique légale que je connaissais. Nestor, ai-je dit dès qu'il a décroché. Connie. Sa voix sonnait ensommeillée et confuse. Il est 23 heures. Je croyais que tu avais déjà clôturé l'affaire du fonds de pension. Ferme ça, les jeux interrompus. J'ai besoin d'un audit forensique. Tout de suite, personnel, urgent et hors registre. Tango rouge, Nestor. Il y a eu une pause. Tango rouge était notre code. Ça signifiait urgence légale et dangereuse. Facture après. À quel point rouge? A-t-il demandé, sa voix changeant complètement. Alerte instantanée. J'ai entendu la frappe rapide de son clavier mécanique en arrière-plan. Rouge en fer, ai-je dit. La vie de ma sœur en dépend, littéralement. Donne le nom, a-t-il dit. Docteur Élisée O.R., chef de chirurgie cardio-thoracique à l'hôpital de spécialité. Ok. Un gros poisson. Je cherche quoi? Tout, ai-je dit, ma voix baissant en un sifflement. Compte bancaire, surtout offshore, paradis fiscaux, police d'assurance à son nom où il est bénéficiaire, email personnel et pro. Historique de recherche. Je veux savoir s'il a cherché comment faire passer une chute pour un accident ou dose létale d'héparine ou d'anticoagulant, quoi que ce soit. Compris? A dit Nestor. Et Nestor, encore. Cherche des victimes précédentes. Compare ses finances avec le registre des patientes de l'hôpital. Si tu peux entrer. Je peux entrer, a-t-il dit avec confiance. Cherche des gros paiements, des coïncidences avec des décès de patientes, surtout des femmes. Il y en a une appelée Elena Torres. Morte il y a 6 mois, soi-disant un infarctus. 24 ans. Commence par là. Connie, a murmuré Nestor. C'est trouble niveau cartel. Fais-le, Nestor. Fais-le comme on a fait pour l'affaire d'Interloma, sans laisser de traces et vite. Compris. Je t'enverrai ce que je trouve à ton mail chiffré. Donne-moi 1 heure. Je t'appelle, cheval de Troie, quand c'est prêt. J'ai raccroché. 1 heure. Il fallait que je garde Éliseo occupé et loin de Palmyra pendant 1 heure. Je me suis frotté le visage. J'ai respiré profondément 3 fois. Je me suis recomposé. La sœur terrorisée a disparu. L'auditrice professionnelle a pris le contrôle. Je suis sorti de la salle de repos et j'ai marché vers le couloir de l'USI. Juste au moment où je tournais le coin, je suis tombé sur lui, sur Éliseo. Il venait de sortir de la chambre de Palmyra, le visage contracté par la fureur. Béatrice avait dû le faire sortir,
mais à l'instant où il m'a vu, son visage s'est transformé. C'était comme voir un acteur mettre un masque. La fureur a disparu, remplacée par un masque de parfaite inquiétude et tristesse. « Connie » a-t-il dit en s'approchant et en me prenant par les épaules. Son toucher était ferme, réconfortant. Ça m'a dégoûté. « Dieu merci tu es arrivé » a-t-il dit, sa voix veloutée et pleine de douleur. Et il m'a prise dans ses bras. C'était comme étreindre un bloc de marbre. Mon corps s'est raidi comme une planche. J'ai dû utiliser chaque gramme de ma volonté pour ne pas hurler et lui planter les ongles dans le visage. Il sentait l'eau de Cologne chère et le savon chirurgical. J'ai retenu ma respiration. Comment elle va ? Ai-je réussi à demander, laissant ma voix se briser. Heureusement, je n'avais pas besoin de beaucoup feindre le tremblement. Il s'est écarté, mais a gardé ses mains sur mes épaules, me regardant dans les yeux. Ses yeux étaient chaleureux, tristes, pleins de compassion. C'était un acteur parfait, un sociopathe de manuel. C'est grave, Connie. C'est très grave, a-t-il dit en secouant la tête avec regret. Je l'ai trouvée au pied des escaliers. Il y avait tant de sang, elle ne répondait pas. J'ai fait tout ce que je pouvais pour la stabiliser avant l'arrivée de l'ambulance. Le salaud. Il l'a poussée et maintenant il construisait son alibi. Elle va s'en sortir, ai-je sangloté, laissant des larmes, cette fois des larmes d'une rage si pure qu'elle brûlait, couler sur mon visage. Je fais tout ce que je peux, a-t-il dit, sa voix pleine de fausse modestie. Je supervise moi-même ces analyses de laboratoire. Je ne laisserai personne d'autre s'en charger. Elle est tout pour moi, Connie. Je te le jure. Menteur. Tu devrais aller à la cafétéria, a-t-il suggéré en me donnant une pression réconfortante au bras. Prends un café. Essaie de respirer. Tu ne peux rien faire ici maintenant. Tu trembles. Je t'appellerai s'il y a le moindre changement. Laisse-moi m'en charger. Je m'occupe de tout. Il m'a souri. Un sourire triste et rassurant qui promettait un contrôle total. Mon cerveau d'auditrice a hurlé. Il veut que je m'en aille. Il supervise lui-même les analyses de labo. Bien sûr. Pas pour la sauver, pour contrôler les preuves, pour s'assurer que les analyses de sang montrent exactement ce qu'il veut, pour perdre toute preuve de surdose. J'ai hoché la tête en séchant mes larmes du revers de la main. Merci, Éliseo. Merci. Tu es un ange. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. C'est pour ça que je suis là, a-t-il dit. Maintenant, vas-y, je m'occupe de tout. Je l'ai regardé s'éloigner dans le couloir en direction du laboratoire. Sa démarche était assurée, celle d'un homme qui possède l'endroit. Je me suis retourné et j'ai marché vers la cafétéria comme il me l'avait ordonné. Mais au moment où je fus hors de sa vue, je me suis engouffré dans les premières toilettes femmes que j'ai trouvées et j'ai sorti mon téléphone. Je me suis enfermé dans une cabine. C'était froid et ça sentait les produits de nettoyage. Je me suis appuyé contre la paroi en formica. Le silence était total, sauf ma respiration agitée et le goutte-à-goutte d'un robinet. J'ai regardé mes mains. Elles avaient cessé de trembler. Le froid était revenu. J'ai actualisé mon mail chiffré. Rien. 10 minutes ont passé. Chaque seconde était une heure. Et si Nestor ne trouvait rien? Et si Éliseo était si bon qu'il n'avait laissé aucune trace numérique? Non, impossible. Les arrogants font toujours des erreurs. Les sociopathes sous-estiment toujours les autres. Et lui m'avait sous-estimé. Il ne voyait que la sœur calculatrice et froide. Il ne voyait pas la chasseuse. 15 minutes. L'agonie de l'attente était pire que la peur. 20 minutes. Mon téléphone a vibré dans ma main. Un nouveau message de Nestor. Objet, cheval de Troie. Mon cœur a fait un bond. J'ai ouvert le mail. C'était un torrent de données, mais Nestor, le génie qu'il est, l'avait résumé pour moi en puce claire. Connie, ce type n'est pas un médecin, c'est un monstre en série. Tu dois sortir de là. Ma main a tremblé. Point. Compte aux îles Caïmans, ouvert il y a 3 ans sous une société fantôme appelée Servicio Médico CR. Dépôt régulier totalisant plus de 1,8 million de dollars. Les dépôts coïncidant exactement avec des dates de décès de patientes. Nestor avait joint une liste. Mon pire cauchemar confirmé. Elena Torres, 24 ans.
Cause, infarctus massif. Coïncide avec un dépôt de 250 000 $ américains. Police d'assurance vie d'employé. Sophia L., 55 ans. Patiente. Cause, embolie pulmonaire post-opératoire. Coïncide avec un dépôt de 300 000 $ américains. Changement de testament de dernière minute. Martha R., 62 ans. Patiente. Cause, complications post-opératoires. Hémorragie interne. Coïncide avec un dépôt de 300 000 $ américains. La liste continuait. 5 noms. 5 femmes, toutes patientes ou employées de l'hôpital, toutes riches ou assurées, toutes mortes de causes naturelles ou de complications inévitables sous sa supervision directe. Et maintenant, Palmyra, la 6e. Point 2. Continuez le mail. La police de ta sœur, 10 millions de pesos, comme tu l'as dit. Bénéficiaire, Dr Eliseo R. Date d'activation, il y a 3 jours. 3 jours. Point 3. Et voici l'arme fumante. J'ai fouillé son ordinateur de bureau dans son bureau. Il a supprimé plusieurs fichiers ce soir, juste avant que tu m'appelles. J'en ai récupéré un dans le cache du serveur. C'est un fichier audio. C'est un appel qu'il a passé la semaine dernière. Il y avait une pièce jointe .mp4. J'ai mis mes écouteurs, retenant mon souffle. J'ai appuyé sur lecture. La voix d'Eliseo a rempli mes oreilles. Claire, tranquille, professionnelle. Oui, mademoiselle, j'appelais juste pour confirmer. La police de mademoiselle Palmyra G, numéro 88 et 14. Elle est déjà active. À partir d'aujourd'hui, une voix féminine d'une compagnie d'assurance a confirmé que oui, la police était payée et active. Excellent, a dit Eliseo. Excellent. Je voulais juste m'assurer que ma fiancée soit protégée. On ne sait jamais quels accidents peuvent arriver ces jours-ci. Merci beaucoup. J'ai failli vomir sur le sol des toilettes. La façon dont il a dit « protéger ». La façon délibérée dont il a placé le mot « accident ». Il avait l'intention, il avait le mobile, il avait le système. Ce n'était pas seulement un meurtre, c'était un modèle économique. C'était le genre de fraude d'entreprise que je chassais, mais appliquée à des vies humaines. J'ai tout sauvegardé dans un dossier sécurisé sur le cloud. J'avais les preuves, j'avais les données. Maintenant, il me fallait l'attraper en flagrant délit. Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un SMS. De Béatrice. Il est furieux. Mon service se termine dans 30 minutes. Il sait que je ne peux pas rester. Il met la pression sur l'administration pour que Fabiola soit réassignée à Palmyra dès que je pars. Il dit que c'est la seule qui comprend ses ordres. Il agira dès que je partirai. Constanza. Tu as 30 minutes. 30 minutes. Le froid est revenu dans mes veines. J'avais les preuves numériques. Maintenant, il me fallait l'acte physique. D'accord, lui ai-je écrit. J'ai besoin que tu fasses une chose de plus. Amène Fabiola dans la salle de repos des infirmières maintenant. Et ne la laisse parler à personne. Je suis sorti des toilettes. Je me suis regardé dans le miroir. Mon visage était pâle, mes yeux rouges. Je ressemblais à la sœur effondrée et brisée. Parfait. Béatrice m'a retrouvé dans la salle de repos. 1 minute plus tard, elle a poussé Fabiola à l'intérieur et a fermé la porte à clé. Fabiola tremblait de la tête aux pieds. Elle était jeune, à peine 22 ou 23 ans, et pâle de terreur. Dès qu'elle m'a vu, ses yeux se sont ouverts comme des soucoupes et elle a commencé à pleurer. Je ne voulais pas, il m'a forcé, je le jure. Elle sanglotait, reculant contre les casiers métalliques. Béatrice a fait un pas vers elle, le visage contracté par la fureur. Toi. Laisse-la, Béatrice, ai-je dit. Ma voix était calme. J'ai levé la main pour arrêter l'infirmière-chef. Je me suis approché de Fabiola. Pas avec sympathie, pas avec colère, avec logique, comme une auditrice face à un témoin effrayé. Fabi, ai-je dit, ma voix tranquille et froide. Je suis Constanza. Je suis la sœur de Palmyra et je suis auditrice de fraude. Et maintenant, tu as 2 options, 2 et seulement 2. Et tu as 5 minutes pour décider. Elle m'a regardé, les yeux pleins de larmes et paniquée. Option A. Tu continues d'aider Eliseo.
Il tuera ma sœur. Et quand on l'attrapera, et crois-moi, Fabiola, je vais l'attraper, il t'entraînera avec lui. Lui, c'est un chef de service avec des avocats chers. Toi, tu es une infirmière débutante qui a administré la dose létale. Qui crois-tu qui ira en prison 30 ans pour meurtre à Santa Marta à Catitla? Toi. Le sanglot de Fabiola est devenu un gémissement de panique. Option B. Tu m'aides à l'attraper maintenant. M'aider, comment? A-t-elle chuchoté. Il va me détruire, il m'a dit pour la 7B. Il a enregistré. Je sais, les jeux coupés. Je sais qu'il te fait chanter. J'ai sorti mon téléphone. Je lui ai montré le mail de Nestor. Voici ton chef. Tu vois cette liste? Elena, Sofia, Martha. Ce sont les femmes qu'il a assassinées avant ma sœur. Voici un message vocal où il planifie l'encaissement de l'assurance. J'ai des preuves qu'il te contraint. Je lui ai montré l'écran, je lui ai montré les noms. Ses yeux se sont agrandis. Elle a vu le nom d'Elena Torres. Elena, a-t-elle murmuré. C'était ma mentor quand j'ai commencé. Et il l'a tuée, ai-je dit à voix basse. Et maintenant il t'utilise pour tuer Palmyra. Et quand il aura fini, que crois-tu qu'il fera de toi, Fabiola? Tu es une fin non attachée. Tu es la seule qui sait pour la 7B et pour Palmyra. Tu es la prochaine sur sa liste. C'est cette phrase. J'ai vu le déclic dans ses yeux. La peur d'Eliseo a été remplacée par la peur d'être la prochaine victime. Que dois-je faire? A-t-elle chuchoté. Un sourire sombre a traversé mon visage. Tu vas faire exactement ce qu'il t'a demandé. Tu vas être l'infirmière obéissante. Béatrice m'a regardé. Quoi? Tu vas lui porter la poche de perfusion. Mais tu vas porter ça. J'ai plongé la main dans mon sac. Comme auditrice, qui doit souvent enregistrer des réunions hostiles et des conseils d'administration corrompus, j'étais toujours prête. J'ai sorti un petit bouton noir. Le bouton supérieur de ton uniforme, ai-je dit. Remplace-le par celui-ci. C'est une caméra. Elle enregistre l'audio et la vidéo en haute définition et les transmet directement à ma tablette. Je serai dans la chambre d'Axan grave côté. Fabiola tremblait tellement qu'elle ne pouvait pas le tenir. Il va s'en rendre compte. Il ne s'en rendra pas compte, ai-je dit. Il sera trop concentré à finir le travail. Tu dois juste faire en sorte qu'il entre dans la chambre. Donne-lui la poche et sors de là. Trouve une excuse. Dis que tu dois vérifier un autre patient. Il voudra être seul pour le sale boulot. Un sociopathe comme lui ne fait confiance à personne pour le coup final. Je m'occuperai pour que la caméra de sécurité du couloir, celle qu'il arrive toujours à faire, tomber en panne, mystérieusement, soit opérationnelle et enregistre sur un serveur externe, a dit Béatrice, comprenant le plan. Mais s'il me demande de le faire moi, d'injecter quelque chose, a gémi Fabiola. Il ne le fera pas, ai-je dit avec certitude. Il est trop arrogant. Il voudra le faire lui-même. Tu n'as qu'à lui en donner l'occasion. J'ai regardé ma montre. Il restait 10 minutes avant le changement de service de Béatrice. Il y a une chose de plus, ai-je dit. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le numéro du siège de l'hôpital. Le numéro du directeur général. Sécurité. J'ai besoin du directeur de l'hôpital, le licencié Salah. Maintenant, ai-je dit en prenant ma voix la plus autoritaire d'auditrice senior. Dites-lui que je suis Constanza G de la firme Deloitte. Oui, cette firme. Dites-lui que je suis au 3e étage, dans la salle de repos de l'USI, et que je suis sur le point d'exposer une fraude interne multimillionnaire et un meurtre en cours qui va couler cet hôpital. Qu'il a 5 minutes pour arriver ici. J'ai simplement raccroché. J'ai regardé Fabiola, qui cousait maintenant maladroitement le bouton sur son uniforme avec des mains tremblantes. C'est l'heure du spectacle, Fabiola. Ne me déçois pas. Le directeur de l'hôpital, un homme nommé Salah, est arrivé en 3 minutes, pas en 5, ce qui était impressionnant pour minuit. Il a fait irruption dans la salle de repos, son costume chair froissé, le visage pâle et furieux d'avoir été tiré du lit. Mademoiselle Constanza, qu'est-ce que cela signifie? Cet appel est une folie. Un audit surprise à 23h30. Vous savez qui je suis? Je sais exactement qui vous êtes, directeur Salah, ai-je dit, ma voix calme.
Et vous êtes sur le point d'avoir la pire crise de relations publiques de votre carrière, à moins que vous ne m'écoutiez. Marchez avec moi. Je l'ai conduit, avec Béatrice, hors de la salle de repos. Fabiola était déjà partie, marchant comme un automate vers le poste des infirmières pour recevoir les ordres d'Éliseo. Où m'emmenez-vous? A protesté Salah. Dans la chambre 313, a dit Béatrice en ouvrant la porte d'une chambre de patient vide juste à côté de la 314. J'ai poussé Salah à l'intérieur et j'ai fermé la porte. La chambre était sombre, seulement éclairée par la lumière du couloir filtrant par la fenêtre de la porte. Un de vos médecins vedettes, le docteur Éliseo R., est à cet instant précis en train d'essayer d'assassiner ma sœur dans la chambre d'A accent grave coté pour une police d'assurance de 10 millions de pesos, ai-je dit sans détour. Salah a blêmi. Quoi? C'est une accusation monstrueuse. C'est de la diffamation. Le docteur Éliseo est notre meilleur chirurgien. Il est la vitrine de cet hôpital, et c'est aussi un tueur en série, les jeux coupés. J'ai sorti ma tablette. Pendant que nous parlons, l'infirmière Fabiola, que lui fait chanter, entre dans cette chambre et elle utilise ceci. J'ai allumé la tablette. L'application de la caméra bouton s'est activée. L'écran a pris vie. Nous avons vu la perspective tremblante de Fabiola pendant qu'elle poussait le chariot de médicaments. Nous avons vu ses mains tremblantes ouvrir la porte de la chambre 314. Éliseo était là, de dos à la porte, regardant les moniteurs. Il était temps, a-t-il sifflé sans se retourner. Donne-moi la poche. Sur l'écran, nous avons vu Fabiola, avec des mains tremblantes, lui tendre une poche de perfusion. Nous l'avons vu l'inspecter, lire l'étiquette, puis hocher la tête. Bien, a-t-il dit. Il s'est tourné. Nous avons vu son visage en gros plan une seconde. Froid, concentré. Il a accroché lui-même la poche aux porte-perfusion. Le directeur Salah à mes côtés a laissé échapper un petit son étouffé. Ça, c'est... Chut, ai-je dit. Bien joué, Fabiola, a dit Éliseo dans la transmission. Maintenant, j'ai besoin que tu ailles au poste des infirmières et que tu t'assures que personne ne me dérange pendant la prochaine heure. Dis que la patiente est instable et que je m'occuperai personnellement de la transition. Compris? Oui, docteur, a chuchoté Fabiola. Et Fabiola, bon travail. Je te dois une. Merci, docteur. Fabiola est sortie. La porte s'est fermée. La transmission s'est coupée. Vous voyez, a chuchoté Salah. Il n'a rien fait, il a juste accroché une perfusion. Pas encore, ai-je dit. Béatrice, qui observait tout, a désigné la fenêtre de la porte donnant sur le couloir. Regardez. Fabiola, accomplissant sa part, s'était éloignée de la porte, mais avait laissé son chariot de médicaments placé stratégiquement. Et la caméra bouton, maintenant dans sa poche, était à un angle parfait, filmant à travers la fenêtre de la porte de la chambre 314. Nous regardions un film d'horreur en temps réel. Nous avons vu Éliseo rester seul avec Palmyra, allongé immobile sur le lit. Nous l'avons vu faire le tour du lit. Nous l'avons vu regarder les moniteurs. Nous l'avons vu regarder vers la porte du couloir pour s'assurer que personne ne venait. Et alors il a souri. Un sourire que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. Froid, triomphant, plein de mépris. Il a mis la main dans la poche de sa blouse blanche. Il a sorti une petite seringue, pas une grosse, une discrète. Elle était déjà chargée d'un liquide transparent. Juste pour assurer, l'avons-nous entendu murmurer pour lui-même, sa voix à peine captée par le micro de la caméra. Ça va accélérer les choses. Un arrêt cardiaque est bien plus propre qu'une hémorragie. Nous l'avons vu se pencher vers le port 4 du bras de ma sœur. Nous l'avons vu nettoyer le port avec de l'alcool. Méthodique. Propre. Maintenant, ai-je crié à Béatrice. Béatrice, qui était prête près de la porte de notre chambre, a sorti son propre téléphone. Elle avait détourné le système de surveillance. Elle a appuyé sur un bouton. Instantanément, dans la chambre d'A accent grave coté, le moniteur cardiaque de Palmyra est devenu fou. Bip 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 bip. L'alarme de code bleu a commencé à hurler à plein volume dans tout l'étage. Code bleu. Code bleu. Chambre 314. Arrêt cardiaque. Nous avons vu sur la tablette Éliseo sursauter, la seringue encore à la main. L'alarme s'était déclenchée avant qu'il ne puisse injecter. On y va,
ai-je crié au directeur et aux 2 agents de sécurité de l'hôpital que Béatrice avait fait stationner au bout du couloir, en simulant une ronde de routine. La porte de la chambre 314 s'est ouverte à la volée. Nous sommes entrés comme une tempête. Moi d'abord, la tablette à la main comme un bouclier. Le directeur Sala juste derrière moi, le visage pâle de fureur, et les 2 gros agents de sécurité de l'hôpital nous encadrant. La scène était une photo parfaite de l'enfer. Éliseo était figé. Sa main tenait encore la seringue, prête à l'injecter dans le porc. Son autre main était sur le moniteur, essayant de couper l'alarme. Le moniteur cardiaque, faussement, sonnait toujours à fond. La seringue lui est tombée des mains. Le petit objet en plastique a rebondi sur le linoléum avec un bruit sourd. Son visage valait une étude. Le masque du médecin parfait s'est brisé. J'ai vu le monstre qui se cachait dessous. Ses yeux sont passés de la confusion à la panique, puis, en me voyant moi, et plus important, en voyant le directeur Sala, à une fureur glacée. « Directeur » a-t-il crié en reprenant sa contenance instantanément. « Faites-les sortir d'ici. Vous ne voyez pas que la patiente est en crise ? Elle est en arrêt cardiaque. Il contamine un champ stérile. » Il a essayé de blâmer la situation que Béatrice avait créée. Il a essayé d'utiliser le chaos comme couverture, mais Béatrice ne jouait pas. Pendant qu'Éliseo criait, Béatrice est entrée en courant, l'ignorant complètement. Elle est passée devant lui, avec l'équipe de code bleu réel, alertée par l'alarme, qui commençait à arriver en trombe. Elle n'est pas en arrêt, elle est en train d'être empoisonnée, a crié Béatrice, sa voix résonnant avec autorité. Elle n'est pas allée vers la seringue, elle est allée vers la poche de perfusion qu'Éliseo venait d'accrocher. Elle l'a arrachée du porte-perfusion avec une force surprenante, en criant au directeur et à l'équipe de code bleu. C'est cette poche de perfusion. Il l'a changée. Elle est pleine d'anticoagulants. Puis, pendant que l'équipe de réanimation la regardait, confuse, Béatrice a attrapé un chariot d'urgence. J'ai besoin de l'antidote. Vitamine K tout de suite et un panel de toxicologie. Elle subit une surdose massive. La performance de Béatrice a été magistrale. En sauvant activement Palmyra du poison qu'elle identifiait, elle confirmait mon histoire au directeur au-delà de tout doute. L'équipe de code bleu, suivant l'ordre de l'infirmière la plus expérimentée, a commencé à traiter Palmyra pour une surdose, pas pour un arrêt. Éliseo a vu que son récit s'effondrait. Il a vu que le contrôle lui échappait. C'est un mensonge, a-t-il crié en désignant Fabiola qui observait, terrorisée, depuis la porte. C'est elle. Cette infirmière incompétente a accroché la mauvaise poche. Je suis entré et j'ai vu que la patiente mourait. La seringue, c'était l'antidote. C'était de l'épinéphrine. Et vous m'avez interrompu. Il mentait. Il mentait si vite et si bien que c'en était presque crédible. Le directeur Sala l'a regardé, le visage pâle et confus. Pendant une terrible seconde, j'ai vu le doute dans ses yeux. Allait-il croire son chirurgien vedette plutôt que nous? Un beau trail, docteur, ai-je dit. J'ai fait un pas en avant, ma voix coupant le bruit de la pièce. Le chaos de l'équipe de réanimation bourdonnait autour de nous, mais à ce moment-là, il n'y avait que lui et moi. Je me suis placé entre lui et ma sœur. Le directeur Sala, ai-je dit, ma voix calme, claire et pleine de l'autorité de Milodite. Le docteur Éliseo ment, et en tant qu'auditrice, j'ai la preuve. J'ai le reçu. Éliseo a ri. Un rire sec et nerveux. Des preuves. De quoi tu parles? Tu es en état de choc, Constanza. La douleur te fait délirer. Sécurité. Sortez-la. Ne la touchez pas, a ordonné le directeur Sala. Ses yeux fixés sur moi. Je ne délire pas, docteur, ai-je dit. Je présente mon rapport final. J'ai sorti ma tablette, je l'ai levée pour que Sala et Éliseo puissent la voir. L'équipe de code bleu s'était un peu calmée. Béatrice, aux commandes, avait stabilisé Palmyra, qui n'avait jamais été en danger réel grâce à l'alarme factice. Le directeur Sala, ai-je dit, ma voix projetant pour que tous dans la chambre puissent entendre. Le docteur Éliseo ment et, en tant qu'auditrice, j'ai la preuve, j'ai le reçu. Au cours des 2 dernières heures, j'ai réalisé un audit forensique du docteur Éliseo R. Et voici mes conclusions. Éliseo a fait un pas vers moi. C'est ridicule. Vous violez? Taisez-vous, Éliseo, a crié Sala.
Continuez, mademoiselle. Conclusion numéro 1. J'ai fait pivoter la tablette. Une police d'assurance vie de 10 millions de pesos. Activée il y a 3 jours. Bénéficiaire, Eliseo R. Victime, ma sœur. Palmyra G. Le visage d'Eliseo s'est contracté. La couleur a disparu de son visage. Conclusion numéro 2. J'ai fait défiler l'écran. Un compte bancaire aux îles Caïmans ouvert sous la société Fantôme Servicios Médicaux CR. Plus de 1 800 000 en dépôts non déclarés. Des dépôts qui coïncident jour pour jour avec la mort inattendue de 5 patientes et employés de cet hôpital sous ses soins. J'ai lu les noms à haute voix, savourant chaque syllabe. Elena Torres, Sophia L, Martha R, Clara V et Rebecca F. Toutes des femmes, toutes sous ses soins, toutes mortes de complications inévitables. Béatrice a laissé échapper un sanglot en entendant le nom d'Elena. Le directeur Sala semblait sur le point de s'évanouir. Conclusion numéro 3. J'ai refait défiler l'écran. Un fichier audio récupéré de l'ordinateur de son bureau. Un fichier que vous avez supprimé ce soir. C'est un appel à la compagnie d'assurance confirmant l'activation de la police de ma sœur. Laissez-moi vous passer le meilleur passage. J'ai appuyé sur lecture. La voix froide et calculatrice d'Eliseo a rempli la chambre. Je voulais juste m'assurer que ma fiancée soit protégée. On ne sait jamais quels accidents peuvent arriver de nos jours. Ça ne prouve rien, a crié Eliseo. C'est circonstanciel. J'étais inquiet pour elle. Il a raison, ai-je admis. C'est circonstanciel. C'est pourquoi il me fallait la conclusion numéro 4. J'ai regardé Fabiola, qui était toujours à la porte, tremblant comme une feuille. Fabiola, ai-je dit gentiment, peux-tu me donner le bouton de ton uniforme, s'il te plaît? Fabiola l'a enlevé maladroitement et me l'a donné. Je l'ai connecté à la tablette avec un petit adaptateur. La conclusion numéro 4, ai-je dit en regardant directement Eliseo. C'est la vidéo des 5 dernières minutes. La vidéo où vous faites chanter cette infirmière dans le couloir. La vidéo où vous accrochez vous-même la poche de perfusion manipulée. Et j'ai lancé la lecture. Toute la salle a vu à l'écran comment Eliseo restait seul. Ils ont vu son sourire, ils ont vu la seringue, ils ont entendu son murmure, juste pour assurer, un arrêt cardiaque et plus propre. Ils ont vu en gros plan comment il nettoyait le port. Ils ont vu l'aiguille toucher le plastique. Ils ont vu la tentative de meurtre en haute définition. Eliseo n'a pas crié, il n'a rien dit. Le son qu'il a fait a été un grognement, un son animal de pure rage. Il s'est jeté en avant, mais ce n'était pas vers moi, c'était vers Fabiola. La source de la preuve. La fin non attachée. Toi. A-t-il rugi. Petite garce. C'était un mouvement rapide, mais les 2 agents de sécurité, qui n'attendaient que le signal, ont été plus rapides. Ils l'ont plaqué au sol avant qu'il ne puisse faire 2 pas. Ils l'ont écrasé contre le sol. Le bruit de son corps frappant le linoléum a été sourd et satisfaisant. Directeur, ai-je crié par-dessus le bruit de la lutte. Le docteur Eliseo vient de violer chaque code éthique et légal et vient d'attaquer une infirmière devant vous. Appelez la police. Le directeur Sala, blanc comme un drap, a sorti son téléphone. Sécurité, ne le lâchez pas Béatrice. Sécurisez les preuves, la poche, la seringue. Mademoiselle Constanza. Merci. Eliseo était au sol, le visage pressé contre le linoléum, son coûteux costume ruiné, menotté par les agents. Il m'a regardé. Ses yeux n'étaient plus charmants, ils étaient de la pure haine, une haine qui promettait vengeance, même derrière les barreaux. Je l'ai seulement regardé fixement, ma tablette à la main, enregistrant toujours. Je suis désolé, docteur, ai-je dit. Ma voix, calme et froide. Votre compte ne colle pas, les chiffres ne mentent pas. L'audit est terminé. Si tu es encore là, s'il te plaît, aide-moi à liker la vidéo et à commenter le chiffre 1 en bas. Ainsi je saurai que tu m'as donné un like et que tu m'accompagnes sur ce chemin. Ton soutien m'encourage énormément. Commente le numéro 1 et écoute-moi pendant que je continue mon histoire. Eliseo a été arrêté là, au milieu du couloir de l'USI. Ils l'ont sorti menotté, en criant menaces et insultes. Son visage de médecin parfait, enfin brisé, révélant le monstre en dessous. L'hôpital est passé en mode gestion de crise que, moi, en tant qu'auditrice, je connaissais très bien.
Ils ont fermé l'étage, appelé leurs avocats, et le directeur Salah m'a traité comme si j'étais à la fois de la royauté et une bombe à retardement. Fabiola a été placée sous protection comme témoin de l'État. Mon cabinet d'avocats a pris en charge sa défense, s'assurant qu'elle soit traitée comme une victime de coercition. Béatrice a été nommée chef intérimaire de l'unité de réponse à la crise de l'hôpital. Une ironie qui ne m'a pas échappé. Et moi je me suis assise à côté du lit de ma sœur. Il a fallu 3 jours agonisants durant lesquels j'ai vu Palmira lutter contre les vraies séquelles de la chute que lui avait provoquée Éliseo. 3 jours pendant lesquels j'ai refusé de bouger de cette chaise. Les médecins, maintenant terrorisés et sous l'examen de Béatrice, ont travaillé sans relâche. Ils lui ont fait des tests, ajusté ses médicaments. Je n'ai pas dormi, j'ai seulement observé les moniteurs que je comprenais maintenant comme un livre de comptes de la vie. J'ai observé la pression artérielle, la saturation en oxygène, l'activité cérébrale, cherchant le mensonge, cherchant la vérité. Au 4e jour, elle s'est réveillée. Ce n'était pas comme dans les films. C'était lent. Un clignement, un léger gémissement. Ses yeux se sont ouverts lentement, flous. Luttant contre la sédation. Ils ont cherché dans la chambre, confus, et m'ont trouvé. Connie, sa voix était un chuchotement rauque, à peine audible. J'ai craqué. Toute la force de l'auditrice, toute la logique froide, toute la colère calculée se sont évaporées. J'ai agrippé sa main, qui était pâle et froide, et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis que j'étais enfant. J'ai pleuré pour ma stupidité, pour sa douleur, pour l'avoir presque perdue. Je suis là, Palmira, lui ai-je dit, ma voix noyée par les sanglots. Je suis là. Tu es en sécurité. Elle m'a regardé, confuse. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal à la tête. Je me souviens d'Éliseo. Nous nous disputions dans mon appartement et puis les escaliers. Ses yeux se sont ouverts de panique. Éliseo, où est-il? Ça va. Et alors j'ai dû le faire. Avec la voix la plus douce que j'ai pu trouver, en lui tenant la main, j'ai dû dire la vérité. Je lui ai parlé de la police d'assurance, de la chute intentionnelle. De l'hôpital, de la poche de perfusion et de la seringue. Je lui ai parlé d'Elena, de Sofia et de Martha. Palmira n'a pas pleuré. Elle est restée à regarder le plafond blanc de l'hôpital. J'ai vu comment elle traitait l'information. J'ai vu le déni, puis la confusion et, finalement, une tristesse si profonde et vide qu'elle m'a brisé l'âme. Il m'a fait me sentir si précieuse, a-t-elle chuchoté, une larme silencieuse roulant enfin sur son front. Il m'a fait sentir que je valais 10 millions de pesos. Palmira, ai-je commencé, la culpabilité se tordant dans mon estomac. Elle a tourné la tête et m'a regardé, et j'ai vu une nouvelle force dans ses yeux. Une force qui n'y était pas avant. Ne m'interromps pas. Il m'a fait me sentir précieuse. Mais toi, elle a fait une pause en serrant ma main. Toi, tu es la seule qui a vraiment pensé que je méritais de vivre. Cette phrase m'a frappé plus fort que n'importe quelle audite, plus fort que n'importe quelle accusation. Palmira, je suis tellement désolé, lui ai-je dit. Ma voix brisée. Pour ce que j'ai dit, le passif. J'ai été une idiote calculatrice. Non, a-t-elle chuchoté. Tu as été une calculatrice et tu avais raison. Et Dieu merci que tu l'étais. Un léger sourire est apparu sur ses lèvres gercées. J'ai besoin de ta logique, Connie. J'en ai toujours eu besoin. Arrête de t'excuser d'être intelligente. Juste, ne m'appelle plus jamais, passif. C'est un deal, ai-je dit en riant à travers les larmes. 6 mois plus tard, la vie était différente. Éliseo a été condamné. Prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le témoignage de Fabiola, avec mon audit et l'enquête sur Elena, Sofia et les autres femmes, l'a enterré. L'hôpital a été poursuivi pour négligence grave. Palmira a dû quitter son travail d'infirmière. Le traumatisme de revenir dans ces couloirs était trop fort, mais elle a trouvé une nouvelle vocation. Avec l'argent de l'action civile que nous avons intentée contre l'hôpital, et que nous avons gagné, elle a ouvert une fondation. Une fondation appelée « Le fil d'Elena », en l'honneur de la première victime connue d'Éliseo. Elle aide des femmes à échapper à des relations abusives, en se spécialisant dans la détection des abus financiers et de la coercition légale. Moi, je suis toujours auditrice, toujours dans la même firme,
chassant les mensonges dans les livres de comptes. Mais quelque chose a changé en moi. J'ai appris que ma logique et mon cœur n'ont pas besoin d'être en guerre. J'ai appris que les chiffres ne sont pas seulement des chiffres. Derrière chaque transaction, chaque police, chaque centime, il y a une histoire humaine. Mon travail n'est plus seulement de trouver la fraude, mon travail est de trouver la vérité. Et cette nuit-là, dans cet hôpital, la vérité a sauvé le dernier et le plus important compte de ma vie, celui de ma sœur. L'hôpital nous a proposé un accord à plusieurs millions, un chiffre absurde pour tout garder silencieux, pour ne pas salir sa réputation. Nous l'avons refusé. Nous avons choisi d'aller en procès et de rendre l'affaire publique pour que l'histoire d'Elena, de Sofia et de Martha soit aussi racontée. Nous avons perdu beaucoup d'argent en avocats, mais nous avons gagné la justice. Et maintenant je vous demande, après tout ce que nous avons vécu, avons-nous fait ce qui était juste ?